Pour notre scène suivante, on est voué en configuration, pas de masterclass, mais table ronde, en discussion. Et on est bien content parce que parler cuisine, c'est aussi parler d'histoire. Les traditions culinaires régionales sont le fruit de croisements ou d'hybridation, comme aime à dire notre invité historien à cette table ronde. On va s'interroger sur des sujets liés à l'influence de ces cuisines régionales, au pluriel, qui s'étend et se répand au cours du XIXe siècle, pour dessiner une cuisine nationale, entre guillemets, une sorte de récit construit, on verra s'il est semi-fictionnel, d'une cuisine française une et indivisible. Mais au fond, la cuisine française n'est-elle pas la somme de la pluralité de ces cuisines régionales? Et dans ce dispositif, quelle est la place des cuisines du Nord dans cette histoire? Quelles traditions multiples recèlent cette cuisine du Nord? J'ai quelques anecdotes assez amusantes, je ne sais pas si vous les connaissez, notamment sur l'origine du Welsh, par exemple. Donc voilà un certain nombre de questions qu'on va se poser ensemble à cette table ronde, avec un théoricien et deux praticiens de la chose culinaire, si je puis dire. D'abord, Denis Saillard, on est ravis de vous avoir, Denis. Bonjour à toutes et à tous. Historien des cultures gastronomiques, on peut évidemment l'applaudir. Historien des cultures gastronomiques, vous étudiez les croisements, les hybridations. On va parler de tout ça, avec également à ma gauche Alexandre Gauthier, qui vient de nous faire une scène magistrale, qu'on ne présente plus évidemment, chef de la Grenouillère, chef aussi d'Anecdote, qui est un restaurant dans lequel tu reproduis des recettes que faisait déjà ton père cuisinier à l'ouverture en 1979. Donc il y a une histoire à raconter là, une tradition. Et puis la Grenouillère est sise dans un corps de ferme du XVIe siècle, je crois. Exactement. Donc il a dû passer voir des faims et des soifs aussi, peut-être qu'on en rediscutera. Et notre troisième invité, c'est un fier flamand, les pieds solidement enracinés dans son terroir. Il a des restaurants géniaux comme Beerbuik, t'as vu, j'ai appris à le dire. Grâce à toi. L'auberge du Vermont. Bref, pour reprendre une citation de Hayam, on pourrait dire que Florent Laden, c'est pas de pacotille, cuisine ouverte, chef du Nord qui brille. Alors, on va commencer par une question à Denis Saillard. Quelle place occupent les cuisines régionales dans la tradition gastronomique française, Denis? C'est une place centrale, parce que même si notre pays, comme chacun sait, a une tradition fortement centralisée sur sa capitale, Paris, centralisation politique, culturelle, sociale, économique, tout ce qu'on veut, même ferroviaire, moi qui descends du train là, il y a quelques dizaines de minutes. Mais cette centralisation parisienne, en fait, s'est nourrie de toutes les cuisines du nord, du sud, de l'est, etc. Je ne vais pas faire et donc la cuisine française, en fait, est une somme, une résultante, j'aime bien dire une hybridation. Vous voyez, on prend un morceau par-ci, une recette par-là, un produit, plus évidemment tous les produits exotiques qui sont venus d'autres continents, mais que la France et les régions françaises se sont appropriées. Et donc ça donne quelque chose de formidable et une très très grande cuisine grâce au savoir-faire de nos chefs. Vous êtes spécialiste donc de l'influence de ces cuisines régionales sur Paris au XIXe siècle, si je ne me trompe pas. Oui, enfin, spécialiste d'une histoire plus générale, ouais. Mais j'ai beaucoup étudié surtout donc, les restaurants parisiens. Mais ces restaurants parisiens, les chefs, si je me place à la Belle Époque, vous voyez, il y a un peu plus de 100 ans, vers 1900, la plupart de ces chefs parisiens, à 80%, c'est des provinciaux. Mon chef préféré, alors il n'est pas du Nord, il est du Sud, mais bon, je le cite quand même parce que c'est l'auteur du Larousse gastronomique, qui est publié un peu plus tard, dans les années 1930. Prosper Montagnier, grand chef, est d'origine de Carcassonne. Et il fait une cuisine nationale française, mais qui est une somme, une mosaïque, une hybridation de toutes ces cuisines, de toutes les régions. Il était d'ailleurs très très intéressé par toute la cuisine du Nord, les endives, etc., etc. C'est des choses évidemment, et les poissons, tous les poissons de la Manche, de la mer du Nord et des mers plus lointaines, c'est des produits qu'il travaillait fréquemment et qu'on ne trouvait pas à Carcassonne. Alexandre Gauthier, votre père a ouvert la Grenouillère en 79, comme je disais, dans un corps de ferme du XVIe siècle. Une maison qui a vu passer des repas. De quelle cuisine du Nord vous vous sentez dépositaire, vous? De quel rapport à l'alimentation locale? Est-ce que vous avez des souvenirs concrètement, des recettes, des tours de main?
La mer en premier. La mer d'abord. Quand j'étais enfant, je l'accompagnais à Capécure, qui est le quartier du poisson à Boulogne-sur-Mer. Et donc, oui, Premier port de pêche de France, encore aujourd'hui, non? de transformation. De transformation? Plus vraiment de pêche. Mais c'est déjà, ça reste quand même C'est encore une activité importante. très importante et un leadership. Donc c'est vraiment c'est essentiel pour la vie locale et aussi pour ce que ça représente d'un point de vue français en termes de production. Non, j'ai envie de dire, c'est assez finalement une sorte de. Je suis plutôt dépositaire du fait de pouvoir serrer la main aux producteurs qui nous accompagnent au quotidien. C'est plutôt ça, cette proximité, et pas de se dire qu'à un moment donné, quand je suis revenu, moi, il y a 20 ans à la Grenouillère, là, quasiment, je ne vais pas dire jour par jour, mais pas loin, c'était la période d'une cuisine fusion. C'est-à-dire qu'on allait chercher les cuisines très très loin. C'est-à-dire que de ce coup, cette mondialisation nous permettait de tout avoir à nos portes. Les produits les plus extravagants ou les plus lointains. Et finalement, j'ai amené il y a 20 ans une cuisine exotique plutôt que contemporaine. C'est sur cette scène, il y a quelques années en arrière, où j'ai compris que ma cuisine n'avait rien de contemporain, mais que je faisais de l'exotisme. Où là, j'ai décidé de tout radicaliser pour reprendre finalement ce que faisait papa. J'avais un mot qui me dérangeait, moi, qui était quand même ce mot, pas tradition, mais c'est de ce terroir. Le terroir qui ancre et qui finalement, à l'époque, était caricatural. Parce que je trouve que si... Oui, je suis d'accord. Il y a un endroit comme ça, on peut pas... je sais pas, le Nord, c'est pas juste un Waterzooi, une ficelle picarde, je sais pas, une matelote de poisson. Tu veux dire que c'était un regard réducteur sur le terroir et caricatural? C'est comme si tu disais qu'en Alsace, il n'y avait que la choucroute. Ouais. Il y a d'autres choses, mais finalement, le spectre de cuisine est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Et en même temps, donc, on n'arrivait pas à sortir de ça. Et finalement, c'est aussi parce que moi-même, en sortant de l'école, j'étais tout frais cuisinier. Je n'avais pas la capacité encore de comprendre que ces produits on pouvait les prendre avec un regard différent, dans un autre sens culinairement, les emmener dans une direction contemporaine, réelle, mais sur lequel donc il fallait aller défricher un territoire qui avait été déjà battu par toutes des générations et des générations de cuisiniers et remettre ça au goût du jour. Voilà. Toi, Florent, dans ton auberge du Vermont, tu fais rayonner la cuisine de Flandre. C'est quoi cette cuisine flamande pour toi? C'est quoi sa particularité? Son tempérament? Il y a beaucoup de particularités à notre cuisine. Il faut, je pense, rester alerte sur la situation actuelle. Et je pense que la situation actuelle peut être expliquée grâce à l'histoire. On a échangé. Et je pense que connaître l'histoire, ça te force à être humble et à prendre de la distance par rapport à qui tu es et à ce que tu fais. Et c'est très bien. Moi, j'étais pas dans cette démarche-là, un peu à l'instar de ce que tu disais. J'étais pas dans cette démarche-là il y a 10 ans parce que j'avais pas le recul nécessaire non plus, parce que je voulais montrer que j'étais là, me faire un prénom parce que mon nom était déjà super bien porté par mon papa et un peu comme toi. et en fait, au plus on se fait notre histoire, au plus on se tourne vers l'histoire. Et la Flandre, pour répondre à ta question, la Flandre, c'est un carrefour. Et il faut surtout ne jamais oublier ça, c'est qu'on est au carrefour de l'Europe occidentale. On a eu tout le monde. Tout le monde est passé chez nous. Et c'est important de le rappeler, surtout en ce moment. Je veux pas faire de politique, mais on est un carrefour. Donc on est un peu de tout. Et c'est très bien comme ça. Tu parlais du Welsh tout à l'heure. La cuisine flamande, quelque part, c'est un peu ça. Alors que ça n'a rien à voir. Welsh, c'est Pays de Galles. Alors oui, disons 2 mots, parce que je ne sais pas si les gens le savent. Moi, j'ai découvert que l'origine est galloise. Oui, bien sûr. Que c'est un plat, en fait, qui est apporté par des garnisons galloises en poste à Boulogne-sur-Mer au moment du siège de 1544 par le roi Henri VIII. Oui. Et qu'en fait, ça vient de Welsh rabbit. Et Welsh veut dire ersatz de lapin. Et c'est a priori quelque chose qu'on cuisinait quand on n'avait pas de viande de lapin à manger. C'est ça. C'est un substitut à la viande de lapin, Et ce le Welsh lapin, rabbit, alors, qui est devenu le Welsh. J'espère ne pas dire de bêtises, mais le lapin était le plat emblématique des Flandres. On a une race typique qui est le géant des Flandres, qui est un lapin qui fait la taille de la table. C'est vrai. Il y en a 3 dans le public, là, sur les sièges. Ouais, voilà, c'est un jeu. Où sont les intrus? Estaminet, on sait jamais réellement, tu sais... D'où vient le mot? Répondre. Oui, alors c'est soit de stam, ça c'est la racine
flamande du Nord, soit de Esta un minuto. Ah waouh. Oui. Un lieu où tu es 1 minute. Oui. Ok. Ouais. Oui, parce que la Flandre a été espagnole pendant 2 siècles. Bien sûr, parce qu'on est un carrefour. On Ouais. est juste une terre de passage. La carbonate flamande, elle n'a rien de flamande. Donc ce sont les morts qui l'ont amenée. C'était la daube de bœuf. Chez nous, il n'y avait pas, enfin la daube de taureau. Chez nous, il n'y avait pas de vin rouge, il n'y avait pas de taureau. Enfin, il y en avait un et il était utile. On avait des vaches laitières. Donc on a fait une daube un peu à l'espagnol, mais il n'y avait pas de vin rouge. On a mis de la bière. Mais la bière en cuisant, déjà la bière c'est amer, mais en cuisant ça devient encore plus amer. Donc il a fallu la sucrer. Donc on a mis du sucre de betterave, on a mis des oignons, on a mis des carottes, vu qu'on n'avait pas de tomates. On n'a rien inventé. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut marteler, je pense, surtout en ce moment. Oui. Il y a d'autres exemples, alors pas tout à fait la Flandre ou ici le Boulonnais, plus à l'intérieur, donc pour le bassin minier. Il y a eu une immigration de travailleurs, en particulier polonais. Et donc, il y a au moins 2 exemples. J'avais des images, je ne sais pas, on n'a pas répété avant. Je ne sais pas si on peut projeter les images ou pas. Je crois que oui, si elles ont été envoyées. Est-ce qu'on peut projeter les images? C'est des produits que vous connaissez qui sont du Nord maintenant. Vous connaissez tous, encore mieux que moi, le gâteau au pavot. Donc le makoch, c'est comme ça que vous prononcez. Ouais. Et qui vient directement de Pologne et qui n'était pas du tout consommé dans le nord de la France avant l'arrivée fin 19e, début 20e de tous les mineurs polonais. Donc voilà, alors là c'est l'autre, c'est des ratons du Nord, également une préparation qui est importée avec des produits plutôt d'ici, d'une certaine manière. Ce n'est pas des produits exotiques, mais la façon de faire est polonaise. Et puis je pense que c'est devenu, au départ ça devait être complètement dans la communauté polonaise, donc chez les mineurs polonais. Et puis bien très 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 vite, les gens du Nord ont trouvé que la recette était finalement pas mal, et en complément des recettes nordistes, flamandes, boulonnaises, etc., les ratons du Nord, les gens du Nord se les sont appropriés. Alors vous avez vu que je n'ai pas prononcé le nom en polonais. Le polonais est très très dur à prononcer. Vous n'êtes pas lancé dans cette aventure périlleuse. J'aime beaucoup l'entendre, j'ai beaucoup d'amis polonais parce que je vais souvent en Lorraine, qui est l'autre grande région d'immigration polonaise. Mais je me garde de prononcer moi-même. Donc c'est 2 exemples comme ça d'apport de l'étranger et d'appropriation par le Nord de cultures, de recettes qui ont d'ailleurs peut-être un tout petit peu changé par rapport à celles qui étaient en Pologne. Mais en plus, moi je suis très très gourmand, aussi bien le salé que le sucré. Mais les makoch, j'avoue que je peux en manger quasiment toute la journée. On va vous en apporter là, 1 kilogramme. Oui, j'espère bien en manger aujourd'hui. Oui, Alexandre ? En allant plus loin, je pense que les Polonais ou les Portugais qui étaient là sont devenus des gens du Nord. Ils ne sont pas repartis, ils sont restés là. Et finalement, de génération en génération, finalement, cette mixité, due à l'immigration pour aller travailler dans les mines, essentiellement. Finalement, moi, mon nom de maternelle, c'est Filez, de côté de ma mère, c'est portugais, et F-I-L-E-Z. Et on a ça, finalement, dans notre sang. Et ces recettes, finalement, se sont mixées aux autres. Voilà. Et ce que je trouve très beau dans ce que disait Florent tout à l'heure, c'est que finalement, on parle d'un territoire. Et ce territoire, il n'est pas administratif. Il n'a pas de frontières. Dans ce qui est beau dans les Flandres, c'est que c'est pas sorti de la frontière française. De côté, il y a la Belgique. C'est la même chose. Nous, on travaille au restaurant les Stilton, les Bleus, de l'autre côté. En fin de compte, j'ai beaucoup plus de points communs avec les falaises anglaises que le sud de la France. Malgré que la France est mon pays, l'Angleterre, ça va pas être le cas, mais finalement, on a la même météo, les mêmes. Je sais pas si les vaches ont un autre dialecte, mais en tous les cas, elles ont la même herbe. Et mais nous, on est bons au rugby. La différence avec les Anglais, c'est que. Oui, c'est vrai, je confirme. C'est une vraie différence, ça, quand même. Alors, moi, j'ai une question, je sais pas si c'est une intuition. J'ai l'impression que, quand même, traditionnellement, il y avait une sorte de gloire aux cuisines du Sud, qu'elles ont été très valorisées, très mises en avant, la provençale, celle du Sud-Ouest, et que celle du Nord l'était un peu moins, peut-être. Alors, est-ce que je me trompe si je dis que, au fond, le rayonnement de la cuisine provençale ou du Sud, c'est dès le 19e siècle,
et que peut-être il a fallu attendre le 21e siècle pour que celle du Nord rayonne autant. Lille, capitale Non. Rome de la gastronomie. Denis? Pas exactement. Pas exactement. La chronologie est un tout petit peu plus complexe. Ouais. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a quand même une inversion parce que la cuisine du Sud, à partir surtout finalement des années 30 et même plutôt après la Seconde Guerre mondiale, devient vraiment valorisée. C'est d'ailleurs pas seulement la cuisine du Sud, c'est simplement la culture de manière générale du Sud, le soleil, le blanc. Bientôt la plage aussi. Etc. Mais au XIXe siècle, aussi bien au niveau culinaire que culturel de manière générale, le Nord est beaucoup plus valorisé que le Sud. Le Sud, c'est un peu sale. Vous voyez, ici, c'est des stéréotypes, évidemment. Hein. C'est des idées comme ça qui circulent. Alors que le Nord est, bien sûr, c'est industrieux, tout ce qu'on veut, mais ça a plutôt des valeurs très positives. Hein, alors que dans le Sud, compris en cuisine, y compris dans les restaurants. Y compris en cuisine. Alors c'est vrai que, par exemple, un des premiers restaurants régionaux, vous savez que le restaurant moderne est une création parisienne de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, sous la Révolution et l'Empire, un des premiers restaurants vraiment de cuisine régionale, bon, c'est un hasard, c'est un restaurant provençal. Les frères provençaux. Voilà, les 3 frères provençaux. Mais qui n'ont rien de provençal, n'est-ce pas? Oui, avec de la bouillabaisse, des choses comme ça. Bon, mais au XIXe siècle, pendant les années, première moitié, deuxième moitié du XIXe siècle, quand on regarde les restaurants plutôt de cuisine provinciale à Paris, on a plutôt les cuisines du Nord ou de l'Ouest, mais pas tellement du Sud. Il y a même, si vous voulez, des préventions, par exemple, contre l'huile d'olive. Alors qu'aujourd'hui, l'huile d'olive a complètement changé dans l'imaginaire des gens. Hein. Alors qu'au 19e, ça passe pour quelque chose, vous voyez, de pas très bien. Et là, je ne vais pas non plus trop rentrer dans le terrain politique, mais il y a quand même pas mal de propagandistes qui sont très conservateurs, voire d'extrême droite, pas l'extrême droite d'aujourd'hui, si vous voulez, l'extrême droite royaliste du XIXe siècle ou bonapartiste, qui écrivent pas mal dans cette partie culturelle et qui sont vraiment très défavorables à tout ce qui vient du Sud. Il y a un mépris. Par exemple, on se moque d'Émile Zola pendant l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme. On se moque d'Émile Zola parce qu'il a une origine italienne et qu'il consomme de l'ail et de l'huile d'olive. Vous voyez, des stéréotypes qui nous paraissent aberrants aujourd'hui, mais qui sont quand même très répandus jusque donc, disons, dans ces années 30, où il y a quand même un sommet de la xénophobie et de l'antisémitisme en France. Et ça s'inverse vraiment après, avec une nouvelle image du Sud, le développement du tourisme, la montée également de la cuisine italienne dans la cuisine internationale. Et là, on a vraiment un gros changement culturel qui n'est pas seulement français. Hein. Le départ vers le Sud, y compris de gens qui vont s'installer pour passer leur retraite, etc., va être un phénomène dans tous les pays, entre guillemets, occidentaux. Par exemple, aux États-Unis, vers la Sun Belt, la Louisiane, etc., la Floride. Et ça, c'est un phénomène qui n'existe pas, disons, ou très très peu avant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a vraiment une inversion qui est extrêmement intéressante à étudier et puis aussi à décrypter tous ces stéréotypes qui en général sont complètement faux. Hein. Alors en parlant peut-être de stéréotypes, vous citiez Zola, vous m'offrez une transition parfaite. J'ai ici 2 extraits de Germinal. Je vais vous les lire parce qu'évidemment c'est aussi des représentations de l'alimentation du Nord, dans ce milieu particulier qui est évidemment celui des mineurs de fond, donc une alimentation ouvrière. Je vous en lis quelques lignes. Hein. Devant le buffet ouvert, Catherine réfléchissait. Il ne restait qu'un bout de pain, du fromage blanc en suffisance, mais à peine une lichette de beurre. Et il s'agissait de faire les tartines pour eux 4. Enfin, elle se décida, coupa les tranches, en prit une qu'elle couvrit de fromage, en frotta une autre de beurre, puis les colla ensemble. C'était le briquet. La double tartine emportée chaque matin à la fosse. Alors, une image évidemment du sandwich comme repas portatif, et puis surtout cette magnifique manière de dire sandwich. Le mot sans doute n'a pas encore usité, double tartine, c'est génial. Alors, j'ai juste un autre extrait rapide, hein, je ne vais pas vous embêter à lire ça. La salade de pissenlit est citée, par exemple. Une salade accompagnerait si bien la ratatouille qu'elle laissait mijoter sur le feu des pommes de terre, des poireaux, de l'oseille, fricassés avec de l'oignon frit. La maison entière le sentait, l'oignon frit, cette bonne odeur qui rend si vite.
Donc on a ici des alimentations ouvrières, familiales, des mijotés, Non, mais populaire. Hein, même populaires. Et puis c'est évidemment Pauvre. Germinal de Zola, donc on est dans ce Pauvre. contexte. Et pauvre, c'est de la cuisine pauvre du Nord. Et c'est, tu disais que on réhabilite Florent, moi, cette génération qui arrive, mais celle de mon père, de nos parents avant, mais finalement celle de nos parents était peut-être encore mieux élevée que nous, parce que finalement ils acceptaient ce statut que nous, que je parle pas pour toi, Florent, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Finalement, moi je suis pas d'accord sur cette situation de toujours, on nous ramène à ça, et finalement les territoires étaient tellement populaires que finalement c'est cette nuance du produit pauvre et du produit noble, et que la lumière et le soleil du sud permet qu'une grosse tomate explose de soleil et de jus, et que nous, nos endives, elles amènent que de l'amertume. Et malgré tout, si on n'a que cette vision-là et qu'on n'est pas capable de la prendre dans un autre angle, avec une vision différente, finalement, on fait que s'excuser dans ce territoire-là. On s'est bataillé pendant plusieurs années, l'année dernière, en tous les cas, pour être région européenne de la gastronomie. Ok, région, c'est ce que je disais, ça doit être une délimitation administrative, on s'en fout. L'important, c'est de montrer qu'on est légitime, qu'il y a des producteurs incroyables, des chefs incroyables, des éleveurs, des maraîchers, et qu'on est aussi légitime que de l'autre côté. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas les produits exactement aussi flatteurs, et que ça demande un peu plus de boulot, et que ceux qui sont à la manœuvre dans les cuisines doivent s'imposer et à un moment dire tout haut ce qu'on pense tout bas, ou en tout cas dire qu'il n'y a pas à rougir d'un territoire qui finalement voilà, est là depuis... D'autant qu'on voit que les modes s'inversent, hein, ce qui paraissait mis en valeur devient moins en valeur subitement, donc l'histoire n'est jamais finie, et donc il n'y a aucune raison évidemment de ne pas être fier de ses propres produits. Vous avez raison, mais Michelin qui est sorti il y a début de semaine, là, lundi, on est encore le territoire le moins coté, largement. Donc tu vois, il y a quand même un endroit comme ça, en termes de quantité de restaurants, d'étoiles ou je sais pas quoi, mais en tous les cas, finalement, on est considéré à tort comme une région pauvre en gastronomie, et je pense que justement ça demande de l'encouragement pour qu'une jeunesse y aille, porte, s'installe, y croit, et puis faire avancer. Et puis si cette jeunesse s'installe en cuisine, les gens mangeront. Ce qu'on fait là en Seine, ça donne envie d'aller travailler nos produits. Quand on va au supermarché, à défaut d'aller au marché, parce qu'il faut mieux aller au marché qu'au supermarché, là, quand on a le choix entre l'un et l'autre, quand on va au marché, on n'a que nos produits à nous. Si tu vas au supermarché, voilà. Mais tu vas quoi? Tu t'ensoleilles ton frigo, ou tu acceptes de cuisiner un peu plus et d'être un peu plus dans la difficulté pour transformer une betterave et une endive et la faire divinement? Je pense que notre territoire, notre terroir, donc également nous force, et tu l'as dit, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, nous force à travailler les produits, travailler l'image, travailler le fait qu'il faut qu'on soit plus représenté au guide Michelin, alors qu'on est quand même la grande région où, historiquement parlant, on fait partie des régions les plus densément peuplées, les plus jeunes. Chez nous, il y a de la place pour tout le monde. Mais pour moi, la concurrence, on est loin de basculer, d'être sur le fil et de se dire la concurrence va devenir un élément négatif. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y a encore beaucoup de place. Il y a plus d'émulation pour le manque de concurrence. Là, on en est là, quoi. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il y a de la place pour tout le monde. Et on est une région... c'est rigolo parce que t'es le seul à en avoir parlé au bout de 25 minutes, je pense, d'amertume. L'amertume, j'adore cette saveur parce que c'est une saveur, c'est la saveur la plus humble. Elle est moins sexy que l'acidité, que le sucré, que tout ce qu'on peut trouver dans le sud. Et je ne veux pas opposer le sud au nord, mais l'amertume demande du travail. L'amertume est humble parce qu'elle est là pour mettre en valeur les autres saveurs. Et je pense que c'est aussi un trait caractéristique des gens d'ici, c'est que l'humilité est là parce qu'en fait, on a besoin de travailler pour réussir à quelque chose de chouette. Et c'est ça qui était très positif au 19e, quand on considérait le Nord, c'était cette valeur travail, vous voyez, par rapport au Sud, qui était très positive à l'époque. Il y a un autre phénomène international dans la haute cuisine.
Enfin, quand je dis la haute cuisine, pas forcément, parce qu'on sait qu'il y a des va-et-vient entre haute cuisine, cuisine populaire, etc. Mais qui peut favoriser la renaissance du Nord, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, pour sa cuisine, c'est le développement de ce qu'on appelle le locavorisme, qui est d'ailleurs qui a été mis en valeur, pas que par lui, mais enfin c'est le plus médiatique au niveau international, qui a mis en valeur donc les cuisines, alors là carrément du Nord, qui est le chef dont le restaurant a été à Copenhague, au Danemark, qui a été classé. Moi, je me méfie un peu des classements, mais Redzepi, qui a été René classé, Redzepi. voilà, son fameux restaurant Noma, aujourd'hui Noma 2, puis je crois qu'il va bientôt fermer, puis encore faire autre chose. Donc le chef René Redzepi, qui a mis en avant cette valeur du locavorisme avec la redécouverte de saveurs entre guillemets sauvages, c'est-à-dire le produit naturel, mais je pense que les deux chefs qui sont à côté de moi, il faut quand même qu'il y ait un travail autour, mais il y a cette redécouverte quand même de produits qui poussent là, quoi, qui sont produits là, ou des produits de la mer, très importante chez Redzepi. Bon, c'était un peu de la publicité aussi, parce que quand on voit son parcours détaillé, c'est un parcours finalement très classique, mais il a quand même senti, c'est pas vraiment lui qui est à l'origine d'ailleurs du courant locavore, mais il a quand même senti cette mode qui s'est répandue maintenant un peu partout, et c'est pas seulement une mode, on voit qu'il est aussi important de revenir à des produits qui viennent non pas du terroir, moi aussi je suis assez méfiant de ces termes, mais enfin disons produits disons dans un rayon pas trop éloigné. Et quand même, Redzepi, par exemple, a quand même fait 2 fois la une du fameux hebdomadaire américain Time. Time, c'est plutôt les grandes vedettes du showbiz, les vedettes de la politique, les grands hommes d'État. Redzepi, et il y avait une des unes d'ailleurs carrément sur le locavorisme. Donc bon, c'est un peu un chef, vous voyez, avec des paillettes, tout ce qu'on veut. Maintenant, Redzepi, n'empêche qu'il a été moteur, il a beaucoup servi. Et aujourd'hui, même du tout sans faire référence à Redzepi et à son restaurant de Copenhague, on a vraiment des mouvements partout dans le monde. Et ça peut, je pense, aussi favoriser la renaissance du Nord culinaire. Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je ne vous contredis pas, mais quand même, je ne mettrai pas René Redzepi avec des paillettes, qui est un des hommes qui aujourd'hui a inventé, un visionnaire, aidé d'un monsieur qui s'appelle Klaus Meyer, quand il construit Noma il y a 20 ans. Franchement, à Copenhague, on mange des saucisses frites avec de la sauce au curry dans tous les coins de rue. C'est quand même... Il est devenu un peu star, voilà. Non, mais et pas un peu. Mais je pense que c'est une icône. C'est devenu une icône pour notre profession, pour une génération. Il a réintégré au milieu de tout ça, parce que dans le locavorisme, il y a une notion de sauvetage de la planète aussi, de reprendre conscience, développement durable, etc. C'est quoi? C'est un peu le contre-coup de la mondialisation. Ah oui, tout va. totalement. C'est qu'en fait, on aurait quoi dans l'histoire culinaire? Le climax de ça, c'est la cuisine moléculaire et Ferran Adrià. Et puis d'un coup, on se rend compte que cette mondialisation à outrance ou cette fusion à outrance, elle a des excès et il y a un réancrage local. On pourrait l'imaginer comme ça dans l'histoire des idées culinaires. Et il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, qui est l'industrialisation de la bouffe. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Copenhague, le Danemark, mais comme une partie, voilà, les gens, c'est du consumérisme. Ils achètent des emballages dans les magasins et ils ouvrent les emballages, dedans il y a de la nourriture. Et donc c'est du consumérisme. Tu achètes un emballage, tu manges ce qu'il y a dedans, et qu'à la fin, et qu'à un moment, décennie après décennie, les gens ne savent plus quelles sont leurs racines. Ils ne savent plus, ils prennent plus le temps à part peut-être dans les fermes, mais ils prennent plus le temps de cuisiner. Et René est suivi par, comme c'est un chef de file, mais là-bas aujourd'hui c'est la première, peut-être pas Tokyo tout ça, mais c'est devenu une destination gastronomique incroyable, Copenhague, avec une multitude d'offres incroyables, de jeunes chefs qui s'installent, qui vivent bien et qui avec des producteurs dans tous les sens. Donc moi je pense qu'il faut aussi opposer ce mot qui est quand même l'industrie de la food, là, comment ça s'appelle, c'est l'agro-industrie qui nourrit tout le monde. Alors, un peu, on a besoin, mais à un moment donné, quand on oublie que justement un produit frais, ça existe encore, c'est un sujet. Et je pense qu'à un moment donné, René, franchement, je pense que le locavorisme est plutôt en opposition à l'industrie de la bouffe que plutôt qu'à la mondialisation. Finalement, la mondialisation, on s'aperçoit
on se mord la queue parce que faire venir des avions de loin avec je sais pas quoi, des ananas et des machins, c'est bien, il en faut, mais en même temps... mais pas trop. Pas trop. Je me pose une question, du coup je vous la pose, je suis pas là pour poser des questions, je suis désolé Aitor. Non, tu le prie, mais bien sûr, tu es là pour parce ça que aussi. je vous écoute parler et ça me... C'est une conversation. Et ça me nourrit. J'adore être entouré de gens plus intelligents que moi et c'est jamais un très gros challenge. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce nouvel attrait pour le Nord ne vient pas en réaction à trop de dérives le Nord, ça rassure. Tu vois l'expression tu perds pas le Nord. Le Nord, c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose qui ancre et qui donne une direction, qui donne un tempo. Et est-ce que cette nouvelle mode du Nord, ce besoin de se rassurer, de se raccrocher à des choses plus concrètes et moins industrielles, moins, on peut faire les parallèles avec la cuisine, moins El Bulli et plus Noma. Est-ce que tout ça, c'est pas en réaction à un moment où, parallèlement dans le monde, il se passe quand même beaucoup de choses qui sont pas très rassurantes et on a besoin quelque part de chercher quelque chose qui... Oui, je crois. Il y a une consolation par la Oui, cuisine. je pense que ça peut jouer psychologiquement, cette référence. Et encore une fois, ce qui a fait beaucoup de mal au Nord, évidemment, vous le savez tous, c'est la crise des années 70-80. Et c'est vrai qu'il a beaucoup contribué à donner une image pas négative, si vous voulez, pas des gens du Nord, mais d'une région qui allait mal économiquement et pas attractive d'un point de vue malheureusement touristique par rapport au Sud, parce que le Sud était à la mode, il l'est encore aujourd'hui, alors que là, on est en train effectivement de redécouvrir les valeurs qui faisaient que le Nord était plutôt vu positivement quelques décennies en arrière. Et ce côté rassurant, oui. Et puis, encore une fois, là, on n'est pas en plein désert dans le Nord. On a une variété de paysages, même si on n'a pas les montagnes alpines ou des choses comme ça. On a quand même une grande variété de paysages dans le nord de la France. Et puis, vraiment, c'est une des plus fortes densités, comme vous le disiez tout à l'heure. Et on a derrière cette population des valeurs humaines, des gens qui sont venus d'ailleurs, comme on le rappelait tout à l'heure, mais qui sont devenus français. Et puis cette position de carrefour. Et c'est vrai. Et puis si je compare également au point de vue national, il faut voir également que donc de l'autre côté de la frontière, la cuisine belge est en train aussi de reprendre du poil de la bête. Alors que sur la période que j'ai beaucoup travaillé, donc ma fameuse Belle Époque, Bruxelles, alors c'était moins important que Paris, évidemment, qui était la grande capitale gastronomique mondiale, mais Bruxelles était vraiment une place forte de la gastronomie internationale, voyez. Et pourquoi ça ne le redeviendrait pas au-delà des moules frites C'est en train de le redevenir. Il y a une scène très très puissante en Belgique. Je pense que c'est en train. Et donc il y a ce côté... Florence, c'est quelque chose, il a ouvert un restaurant à Bruxelles. Oui. Donc là, juste pour finir en deux mots, donc cette économie du Nord qui est en train de se transformer, qui a été en crise pendant très très longtemps, qui a fait beaucoup de mal donc, mais n'oblitère pas la richesse culturelle et humaine du Nord. Et c'est ça qui ressort à travers sa cuisine, à mon avis. Et effectivement, le Nord, c'est pas encore un désert, donc c'est humilité et humidité alors. Oui. Bien sûr. Florent, dis-moi. On n'avait dit pas la météo. Ouais. Mais non, j'ai l'impression que le Nord est moteur. Et quand je parle du Nord, je ne parle pas du Nord de la France. Mais évidemment, moi, j'ai plus d'affinité. On parlait tout à l'heure du Danemark. Voilà, j'ai plus d'affinité avec le Nord. Mais j'ai quand même aujourd'hui l'impression que le Nord est moteur. Et là, je reviens en France, que la région Nord donne un peu le tempo, la tendance. Et que oui, il se passe énormément de choses. On a eu des grands noms dans le Nord. Aujourd'hui, je te l'ai jamais dit, mais t'es la locomotive de la région et c'est canon. Et non, mais c'est vrai, je le pense. Mais voilà, je pense que c'est nous qui donnons le tempo et avec toute l'humilité qui nous caractérise, on a le droit de se le dire aussi de temps en temps que
qu'aujourd'hui, on est là, on est bien là, et qu'on est regardé parce qu'on existe, et qu'on n'a pas raison, on n'aura jamais raison. Mais aujourd'hui, le tempo, c'est surtout nous qui le donnons. C'est aussi pour ça qu'Omnivore offre cette tribune, parce que c'est pour ça qu'il se passe quelque chose il n'y a pas Omnivore Sud dans ce nord. Non, tu vois, pas encore. Ça fait 3 ans quand même qu'il y a Ouais, non, c'est... Je pense qu'on va lancer Omnivore Massif Central l'année prochaine, mais... Donc on est là, on a le droit, Bien sûr. on a le droit de se dire qu'on est plutôt dans la bonne direction. Denis, est-ce que peut-être, vous parliez tout à l'heure de produits qui ont été valorisés, qui le sont moins de ce changement. Est-ce que vous avez un exemple en tête? Est-ce qu'il y a des exemples un peu marquants, un peu frappants d'usages culinaires qui étaient très valorisés, qui le sont peut-être moins, enfin... Là, c'est surtout les modes, mais vous voulez dire dans la consommation courante de tous les jours, à la table des Françaises et des Français? Oui, par exemple, à travers l'histoire. Oui, il y a un exemple très courant, alors que je vais le prendre du Sud, mais maintenant il est consommé absolument partout. C'est évidemment l'exemple du couscous, qui, dans le fameux sondage qu'on fait tous les ans, quel est votre plat préféré, etc. Donc, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, dans les 3-4 plats principaux, dans les 3-4 recettes principales citées par les Français, on a le couscous, qui n'était pas du tout le cas, évidemment, il y a 30-40 ans. C'est un plat, évidemment, qui a, disons, le retour, enfin même pas le retour, l'arrivée des rapatriés d'Algérie dans les années 60 a beaucoup fait à son expansion. Et le couscous était pas inconnu à ma fameuse période, la Belle Époque. Montagnier et les autres déjà trouvaient ce plat intéressant, mais il restait un plat, disons, très 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 peu cuisiné en France. Alors là, l'agro-industrie du coup a un peu servi quand même la diffusion du couscous, puisque bon, c'est un produit qu'on trouve, la semoule, en supermarché. Mais il est tout à fait possible de cuisiner le couscous de manière, on va dire, non industrielle, et de préparer les légumes, etc. Non, mais vous en pensez? vous mettez le doigt dessus, c'est que j'aimerais bien savoir qui sont les Français qui connaissent la recette du couscous. En fait, j'allais dire, le couscous, c'est pas un plat qu'on fait chez soi. Non, il faut de la On semoule. va le manger au restaurant. Puis ils ouvrent une boîte, et puis ils mettent une merguez, et puis c'est un couscous. Ouais. Non mais tu vois, vous avez raison, ils adorent, mais finalement c'est pas eux qui le font. Donc c'est la puissance de l'industrie qui leur font croire qu'ils savent le faire, mais finalement non, ils vont l'acheter quoi. Bien sûr. Donc ça c'est un exemple, et puis alors, dans le sens inverse, il y a le plat. Vous savez que vous savez sans doute que les observateurs, les historiens, les sociologues essaient de découvrir ce qu'est le plat national d'un pays donné. Je sais pas moi, la Hongrie, on va dire que c'est le goulash, et des choses comme ça. En Espagne, la paella, par exemple. En Espagne, oui, je vous laisse. Non, mais qui est pourtant un plat très régional de Valence, parce qu'en fait, il n'y a pas du riz. Très régional à l'origine. C'est vraiment très localisé, ça devient... Au 19e, le plat populaire, parce que ça vient de très loin, ça vient de toutes les campagnes françaises, bien avant la Révolution française, ça vient du Moyen-Âge. Le plat qu'on donne comme le plat national avec des variantes, c'est le pot-au-feu. Avec plein de variantes régionales, parce que par exemple, je disais tout à l'heure la bouillabaisse, en fait, dans le mode de préparation, évidemment, c'est du poisson, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même une sorte de pot-au-feu. Et dans le Nord, le poch-levech. Alors, je le prononce très mal. Oui. Mais vous savez que j'ai retrouvé pour préparer donc poch-levech, qui veut dire littéralement viande en pot. Et il y a dans le viandier de Taïwan une recette de l'ancêtre du poch-levech qui s'appelle le kettlevels, la viande en marmite, et qui est déjà donc il y a au XIVe siècle une recette du Nord qui circule déjà dans les livres de cuisine de la dimension du viandier. Donc les observateurs ont dit, voilà, le plat qui unirait le mieux les Français avec toutes les variantes régionales, c'est le pot-au-feu. Aujourd'hui, aller trouver un pot-au-feu classique dans un restaurant, en particulier à Paris, il n'y en a quasiment pas. Et c'est même les Français maintenant qui cuisinent le pot-au-feu, il y en a encore chez eux qui le font. Mais je ne sais pas, la fréquence a dû être divisée par 10 ou 20 ou 30 ou 40, je ne sais pas. Donc voilà, des exemples. Le pot-au-feu, c'est un pot-au-feu qui est juste mangé froid. Oui, c'est ça, qui est cuit et mangé froid ensuite. C'est ça, c'est la même chose. Les cuissons lentes, la viande pochée, voilà.
C'est les potés. Moi, je pense qu'on pourrait très bien réinventer les différents pot-au-feu français et que ça revienne à la mode. Je vois pas ce qui empêche. Aujourd'hui, par exemple, peut-être en mettant beaucoup moins de viande, aujourd'hui un simple pot-au-feu de légumes avec des matières carnées réduites serait aujourd'hui dans une espèce de tendance de la végétalisation. D'ailleurs, ça existe. Ouais, mais le pot-au-feu, c'est maigre, hein. Oui, c'est assez maigre en fait. C'est le bout de moelle qui donne le gras. Qui donne le gras, ouais. Il y a beaucoup de légumes et la viande, elle est là surtout pour aromatiser finalement. Oui, bien sûr. Oui, puis bon, pour les repas de fête, bon, évidemment, les végétariens ne mangeront pas la viande, mais les bouillons, même si c'est fait à partir de la viande, bon, il y a quand même beaucoup. Ceux qui sont végétaliens n'en mangeront pas, mais d'autres pourront quand même les déguster. Et ça, c'est aussi très intéressant, le bouillon de pot-au-feu, qui était donc évidemment disons le plat de base de toute la France populaire, 80-90% des Français, quand les campagnes représentaient 80 ou 90% de la population. À la Belle Époque, enfin au XIXe siècle, ça a été aussi pris par les grands chefs du Ritz, les grands restaurants parisiens, le Grand Hôtel à côté de l'Opéra, etc., etc. Et c'était donc commercialisé comme ce qu'on appelait le plat de la petite marmite, qui était un consommé de pot-au-feu finalement de luxe, servi dans une belle soupière en argent. Mais du coup, c'était quand même une origine populaire. C'est très intéressant aussi de voir ces allers-retours entre cuisine populaire et haute cuisine. Bon, c'est passionnant. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Florent ? Je pense qu'il faut connaître son... C'est pour ça que j'ai bu vos paroles. Je pense qu'il faut connaître l'histoire. Et encore plus aujourd'hui. Oui, puis une histoire qui n'est jamais figée. Il peut y avoir des différentes tendances, des retours. Pour prendre un mot français, des revivals, donc des renaissances. Et aussi, bon, moi, Heitor l'a dit au tout début, moi j'aime beaucoup travailler donc sur les mélanges, les mixages, ce que j'appelle, d'un mot un peu savant, l'hybridation. Et là, il y a une variété infinie. C'est pour ça que j'adore voir travailler les chefs qui, par leur génie, par leur savoir-faire, parce que moi, je ne suis pas du tout plus intelligent j'ai vraiment une grande admiration pour tous les métiers de bouche. Je viens de faire un livre sur le pain. Je trouve que les boulangers, c'est des gens formidables. Tous les gens qui travaillent à notre nourriture, c'est quand même vital. Ce n'est pas seulement matériel, il y a aussi de l'imaginaire, du symbole là derrière. Et bon, moi j'ai vraiment une très grande admiration pour tous ces métiers, et d'autres évidemment aussi, mais en particulier donc les métiers de bouche. Et avant nous, les agriculteurs. Oui, bien sûr. Moi, beaucoup de voisins. Français viennent de là. Moi, je viens du Jura. Et il n'y a pas de culture la famille du côté de mon père, sans agriculture, c'était comme des dit Raphaël agriculteurs. Quédard. Donc voilà, les vaches laitières, les Montbéliardes. Alexandre ? Non, mais voilà, soyons conscients que le meilleur des garde-manger, il faut en être fier, et que c'est celui qui est le plus proche de chez nous, et que ces producteurs, ces éleveurs, il faut continuer nous-mêmes. Il faut éduquer, parce que pour avoir envie de manger leurs produits, il faut les aimer, donc ça commence tôt. On parlait d'amertume, c'est pas facile à cuisiner, mais c'est aussi pas forcément facile à déguster, donc il faut des mangeurs érudits, et donc voilà, soyons fiers du garde-manger qui nous accueille au quotidien, et j'ai envie de dire que ce nord, avec l'accent, je sais pas comment on le prononce, appuyé, c'est un territoire incroyable et qui mérite d'être rempli d'énergie et de mouvement pour être défendu. Merci beaucoup. Alors vous avez vu que donc parler cuisine, c'est aussi parler histoire. Alors je me permets un peu d'autopromo, j'en sais moi-même quelque chose, puisque j'ai écrit une BD qui raconte 20 000 ans d'histoire à travers ce qu'on mange, et qui est là disponible dans le hall d'entrée au stand de librairie, et où je ferai une dédicace en fin de journée après la dernière masterclass de la journée avec Maurice Sacco. Il y a le mien, mais il y a aussi plein d'autres livres. On a vraiment voulu qu'il y ait un très beau coin librairie, parce que c'est des nourritures du corps, mais c'est aussi des nourritures de l'esprit. Et comme disait très justement Denis Saillard, manger, c'est aussi manger des symboles et des signes et du sens. On va finir sur ces mots-là. Vive le Nord. Et puis, à tout de suite pour la masterclass suivante qui s'annonce aussi trépidante. Vous allez voir, c'est l'une des très belles trouvailles de cette édition. Merci à tous les trois. C'était passionnant, merci.